Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes un spécialiste de relations internationales. Alors un mot sur Henry Kissinger qui vient de disparaître. Que représentait-il pour votre génération ? C'est un géant de la diplomatie américaine qui s'éteint. Je retiendrai deux images. Déjà, celle du diplomate qui a posé les jalons de la paix entre Israël et l'Égypte. Après la guerre lors du Kippour. de la guerre de Kippour, c'est lui qui avait fait le médiateur à l'époque entre Golda Meir et Sadat et qui avait compris que paradoxalement, cette guerre qui lavait l'humiliation pour les Égyptiens de la guerre des 6 jours de 67 pouvait ouvrir un dialogue politique qui mènerait aux accords de Camp David. Et puis c'est aussi le dernier représentant d'une génération de stratèges américains qui étaient profondément influencés par l'Europe parce qu'ils étaient européens eux-mêmes. Zbigniew Brzezinski, Madeleine Albright, Kissinger, polonais, tchèques, allemands, des rescapés parfois de la Shoah. Leur référentiel, c'était la relation transatlantique avec l'Europe. Et ça, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit une diplomatie américaine, démocrate comme bien sûr républicaine demain avec Trump, qui progressivement tourne le dos à l'Europe pour se tourner vers le Pacifique. Alors la trêve est prolongée entre Israël et le Hamas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que d'autres otages vont être libérés, ou est-ce que c'est le piège du Hamas qui se referme de trêve en trêve, cessez-le-feu, réarmement du Hamas? Non, je crois que c'est une bonne nouvelle que ces trêves puissent continuer, qu'elles puissent emmener la libération d'otages. On a 3 otages français déjà qui ont été libérés. C'est des familles qui vivent un enfer, un cauchemar depuis le 7 octobre avec des bébés, des femmes, des vieillards qui ont été kidnappés de façon atroce. Moi, je suis allé avec certains collègues rencontrer ces familles françaises une semaine après le 7 octobre en Israël. On les a reçus à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. C'est un soulagement pour eux, pour nous. Donc, je crois que c'est important que ces négociations de libération d'otages puissent continuer. C'est-à-dire que le but de guerre, récupérer les otages, est en train d'étouffer, d'annuler le but de guerre, éradiquer le Hamas. Je ne le crois pas pour les Israéliens, puisque quand j'entends les Israéliens, que ce soit les dirigeants ou les gens à qui je parle en Israël, je crois que clairement pour eux c'est une guerre existentielle, que la présence, que le contrôle de la bande de Gaza par le Hamas aujourd'hui est une menace existentielle pour les Israéliens. C'est pour ça d'ailleurs que le sud d'Israël, la frontière de Gaza, est toujours vidée de ses habitants. Israël doit rétablir sa capacité de dissuasion vis-à-vis de ses voisins, doit rétablir la sécurité de ses citoyens et à cet égard, l'élimination du Hamas est toujours, je crois, un objectif central pour les Israéliens. Donc il faudra reprendre les hostilités, que l'on ait récupéré tout ou pas la totale quantité des otages. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est bienvenu que ces trêves puissent se prolonger, qu'elles puissent aussi entraîner d'ailleurs, pourquoi pas, l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza pour la population civile. Mais en effet, je crois que quand on écoute, en tout cas, les Israéliens, ils ont toujours clairement en tête l'objectif d'éliminer le Hamas. Le Hamas est un ennemi de la paix, c'est-à-dire que tous ceux qui sont aujourd'hui des partisans d'une solution politique pacifique entre les Israéliens et les Palestiniens, elle ne pourra pas passer par un dialogue avec le Hamas, qui est un mouvement terroriste, islamiste, génocidaire. Il l'a montré le 7 octobre. Il n'y a pas de négociation politique, il n'y a pas de paix possible avec le Hamas aujourd'hui qui contrôle la bande de Gaza et dont les dirigeants persistent à dire qu'ils mèneront d'autres attaques comme celle du 7 octobre contre Israël. Si le Hamas propose de libérer tous les otages militaires israéliens compris contre la libération de tous les prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes, est-ce qu'il faut dire oui ? De toute façon, ce ne sera pas ma décision. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur l'état des négociations et sur les choix que vont faire les uns et les autres. Je constate que pour l'instant, les négociations avancent, les trêves avancent. Il faut que tous les otages soient libérés. Voilà, tout simplement. Je veux dire, que ces otages, ce sont des gens qui ont été kidnappés dans des conditions atroces, que ce soit effectivement les enfants, les vieillards, les femmes, mais aussi les hommes adultes. Et donc, nous, on appelle à la libération de tous les otages. Anthony Blinken est sur place. Est-ce que la visée des Américains, c'est absolument éviter la reprise des bombardements et des hostilités ? Je ne sais pas. Je crois que l'approche des Américains depuis le début, elle a été très claire. C'est à la fois de soutenir le droit des Israéliens à se défendre, de faire en sorte que cette riposte se fasse de façon ciblée, proportionnée, et donc d'accompagner d'une certaine façon les Israéliens dans la façon de le faire. Et puis après, de relancer à terme une perspective politique avec la création d'un État palestinien, avec une négociation. C'est la même vision fondamentalement que la France et les Européens. La France et Emmanuel Macron se rendra à la COP28. Est-ce que c'est un moment de diplomatie autour de ce qui se passe en Israël et à Gaza, ou est-ce qu'on va faire de la figuration ?
Alors non, mais déjà, on va faire de l'environnement. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est les annonces qui vont être faites dans les négociations de la COP28. Je pense que c'est important aussi de continuer à essayer d'embarquer le reste du monde, de faire en sorte que ce soit pas seulement l'affaire des Européens, des Américains, mais qu'on ait le plus de partenaires possible. L'une des obsessions d'Emmanuel Macron, vous le savez, c'est le dialogue avec le Sud global. De faire en sorte que ce lien sur l'Ukraine, sur Israël, sur les grandes questions multilatérales et globales, comme la lutte contre le réchauffement climatique, ne se perdent pas. Et je pense que c'est vraiment le rôle de la France de continuer à maintenir ce dialogue permanent. Et je pense qu'effectivement, en marge, on parlera probablement de sujets diplomatiques comme la question israélo-palestinienne. Et là-dessus, la diplomatie française est très mobilisée, en particulier pour la libération de tous les otages. Si le Hamas est sorti du jeu pour la presse, si on arrive à s'en débarrasser, est-ce qu'on n'aura pas un grand vide ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une capacité du peuple palestinien à faire surgir une autorité politique en son sein légitime ? Je crois que c'est extrêmement important de commencer à réfléchir à la suite, d'embarquer tous les partenaires de la région, les Saoudiens, ceux qui veulent normaliser ou qui ont déjà normalisé avec Israël, mais qui l'ont fait parfois en contournant la question palestinienne. On le sait, aujourd'hui, que ce soit sur le soutien financier, que ce soit sur le soutien politique, de réfléchir effectivement à terme à la gouvernance de la bande de Gaza, de réfléchir aussi d'ailleurs à renouvellement des générations au sein de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Quel type de leadership peut émerger ? Comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue qui reconnaît l'existence, le droit à la sécurité d'Israël et qui peut mener à l'autodétermination des Palestiniens ? Là, je crois que c'est une tâche à la fois pour les Européens, les Américains, mais aussi tous les pays de la région qui doivent prendre leurs responsabilités. Parce que pendant longtemps, ces pays de la région, ils ont aussi instrumentalisé la question palestinienne pour attiser le conflit avec Israël. Et puis après, d'une certaine façon, ils l'ont abandonné pour faire les normalisations avec Israël parce que c'était dans leur intérêt. Les accords d'Abraham, parce que c'était dans leur intérêt diplomatique, dans leur intérêt économique, stratégique aussi contre l'Iran. Et bien aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, dès maintenant, à la suite. D'ici à ce qu'on trouve cette solution, Gaza doit être occupée par l'armée israélienne, même si ça prend des années ? Moi, je vais être sincère, je pense que la réoccupation de Gaza par l'armée israélienne est une impasse. C'est une impasse pour les Israéliens, c'est ce qu'avaient compris les Israéliens déjà avec Ariel Sharon en 2005. Je crois qu'il faut travailler avec les Palestiniens de l'autorité palestinienne, avec les Européens et les pays de la région, à réfléchir à effectivement un leadership politique qui pourra gouverner, lutter contre la corruption, reconstruire la bande de Gaza. Mais je pense qu'une occupation israélienne, que ce soit militaire ou civile, serait une impasse pour la région et pour les Israéliens. En France, Éric Dupond-Moretti a été relaxé hier par la Cour de justice de la République. C'est un camouflet pour les syndicats de magistrats ? C'est déjà une décision de justice, rappelons-le, qui proclame, qui consacre l'innocence d'Éric Dupond-Moretti. Je le dis parce que sa présomption d'innocence a été tant bafouée dans ce débat, tant bafouée, notamment par certains dans la classe politique. Et donc je salue d'abord le courage, la combativité de l'homme qui a toujours proclamé son innocence et aujourd'hui qui est reconnu. Et puis après, je voudrais aussi saluer le garde des Sceaux parce qu'il a toujours été à la tâche durant ce procès. C'est un garde des Sceaux qui a obtenu des augmentations de budget historique pour la justice. Donc légitime à continuer son action. Bien sûr, et légitime à continuer son action pour une justice plus rapide, plus efficace, plus proche des Français. C'est 10 000 recrutements d'agents en plus, 1500 greffiers, 1500 magistrats, c'est renforcement de la réponse pénale. Voilà, aussi le bilan d'Éric Dupond-Moretti qui a été un petit peu occulté par ce débat malheureux. La France Insoumise dit que ce sont les Républicains présents dans ce jury de la Cour de justice de la République qui l'ont innocenté en échange de ce que la majorité aurait pu donner au LR. Que répondez-vous ? Mais non, mais là, ça y est, on commence à rentrer dans des théories du complot. Ouais, j'avais pas entendu encore celle-là. C'est la France Insoumise qui passe son temps à jeter l'opprobre sur nos institutions républicaines, sur la police, sur les élections, sur aujourd'hui la justice. C'est une remise en cause fondamentale de l'état de droit. Mais renversé, imaginez si des députés de la majorité s'étaient mis à remettre en cause la légitimité de cette Cour, si le verdict avait été différent. Qu'est-ce qu'on aurait dit sur la responsabilité du politique ? C'est une décision de justice, on la commande pas, on la respecte et on ne remet pas en cause en permanence nos institutions. Il n'y aura pas de majorité pour voter la loi immigration, mais elle sera votée par un 49-3. Est-ce que mon pronostic vous semble le bon ? Non, moi je ne suis pas favorable à un 49-3. Je crois que c'est un texte qui est soutenu par les Français, c'est un texte sur lequel on peut trouver une majorité à l'Assemblée nationale. On nous avait dit déjà qu'il ne sortirait pas du Sénat. Or, les sénateurs ont travaillé, ils l'ont étoffé, ils l'ont durci. Il y aura des différences avec l'Assemblée nationale. Ah bah oui, l'AME vient d'être établie. Oui, bien sûr, mais il y aura des désaccords, des différences. On va avancer chacun avec nos valeurs, nos philosophies. Mais en tout cas, moi, je salue le fait que ce texte a fait l'objet d'un travail constructif et intéressant des sénateurs. À nous maintenant
de nous en emparer, d'aller travailler avec les LR. J'ai vu une tribune de 17 députés LR l'autre jour qui disait qu'ils pourraient potentiellement voter pour ou s'abstenir. Ça suffit pas à en faire une fonction majorité du texte. Eh bien, continuons à aller chercher les députés LR, les députés Elliott, la gauche modérée. Il y a des avancées quand même, par exemple, sur la question des régularisations. Ce texte est soutenu par les Français. Les Français attendent une réponse d'autorité, de fermeté, de maîtrise de l'immigration. Ils ne comprendraient pas qu'on n'aboutisse pas à un texte. Donc, il faudra aussi que chacun prenne ses responsabilités. Mais en tout cas, je constate qu'on avance et moi, je suis favorable à ce qu'on fasse ce travail pour aller chercher des compromis. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut en trouver. Je vous donne juste un exemple sur lequel j'ai travaillé. Le Sénat proposait d'introduire des quotas migratoires. Aujourd'hui, en l'état du droit, c'est pas possible en France et puis c'est en fait assez peu faisable d'un point de vue pratique. Mais on a proposé de mettre en place des objectifs et résultats chiffrés que le gouvernement viendrait présenter devant le Parlement chaque année. Et puis, d'une année à l'autre, il viendra présenter aussi son bilan. Et bien ça, pour le renforcement du contrôle démocratique de notre politique migratoire et de la transparence, je pense que c'est une avancée qui est bienvenue. Et là-dessus, à mon avis, on peut trouver des convergences. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est valable aussi pour Sacha Houlier et la gauche de la Macronie. Oui, mais pour l'instant, moi, je constate qu'au contraire, la Macronie, comme vous dites, elle est très unie. Elle est très unie parce que fondamentalement, on est attaché à l'équilibre de ce texte, c'est-à-dire une réponse très ferme pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, et en particulier les étrangers délinquants multirécidivistes, soient expulsés, et donc notamment le rétablissement de la double peine. Ça a été l'un des objectifs de Gérald Darmanin, mais aussi l'intégration par le travail, par la langue, et faire en sorte que ceux qui respectent les règles, ceux qui répondent aussi à des besoins économiques qui ont été identifiés par nos pays, eh bien, ils puissent plus facilement s'intégrer. Et ça, la majorité est unie derrière cette philosophie. Un mot pour finir de Crépol et de cette tragédie. Est-ce que c'est le basculement de la société, comme le redoute Olivier Véran, c'est-à-dire France contre France, les nervis d'ultra-droite d'un côté et puis la France des banlieues de l'autre? Moi, je pense qu'Olivier Véran a eu raison de faire cet avertissement. C'est pas un fait divers. C'est effectivement le symbole d'une forme d'ensauvagement, d'impunité face à une violence face à laquelle il faut être d'une fermeté, d'une autorité absolue dans la réponse pénale, dans l'enforcement des moyens régaliens de l'État. C'est ce qu'on fait avec la police et la justice déjà depuis 6 ans. Dans l'autorité à l'école, c'est ce que fait Gabriel Attal. Dans la responsabilisation des parents aussi, c'était les annonces qui avaient été faites après les émeutes, et aussi d'une fermeté totale face à ceux qui se font justice soi-même. Dans un état de droit, dans une démocratie, on ne se fait pas justice soi-même, quel que soit le contexte. Et c'est pour ça d'ailleurs que la réponse pénale a aussi été rapide face aux militants d'ultra-droite qu'on a vu vouloir répondre à la mort tragique et horrible du petit Thomas. Benjamin Haddad, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Eh bien, on vous retrouvera demain matin pour le dernier jour de la semaine à 7h45. On parle d'Israël, je crois, demain. Oui, avec la chargée d'affaires, donc l'ambassadrice d'Israël. Merci beaucoup, demain. Radio J, retrouvez